S'il y a une chose qu'on ne veut pas avoir chez soi, ce sont les punaises de lit. Vous en verrez des belles ce soir. Elles sont sous la loupe d'un bon entendeur pour deux raisons. Comment s'en débarrasser si elles vous ont infesté? Parce que la nouveauté, c'est que ces insectes ont développé des résistances. Et si vous êtes locataire, qui paye les frais de détection, de traitement de votre appartement, de vos habits et affaires personnelles? Deux invités pour y répondre. Au sommaire aussi de cette émission, un test. Ça faisait longtemps qu'un bon entendeur n'avait pas comparé une belle invention du début du 19e siècle, des aspirateurs, version 2019 évidemment, des traîneaux et des aspirateurs balais à des prix très différents. La batterie d'épreuves qu'ils ont subies montre que le prix n'est pas une variante déterminante. On sait aujourd'hui qu'une invasion de punaises de lit, ce n'est pas honteux, ça n'a rien à voir avec une question d'hygiène et pourtant, on va soigneusement éviter d'en parler. La crainte de la contagion est aussi immense que cet insecte est minuscule. Difficile de trouver des témoignages. Vous entendrez tout à l'heure une femme courageuse qui a accepté de nous parler ouvertement du cauchemar qu'elle a vécu. En revanche, nous avons masqué le visage d'une autre à sa demande. On peut en trouver partout des Cimex lectularius dans les trains, les avions, les hôtels. Elles ne se contentent pas de jouer les vampires, elles évoluent et résistent à certains traitements. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri des punaises de lit. En 2018, ce sont plus de 2000 appartements qui ont été décontaminés en Suisse. Chaque jour, comme ici à Genève, des habitants affolés suspectent d'en avoir chez eux. Bonjour. Bonjour madame. Plus ces infections pour le traitement. Bon, visuellement, j'ai rien. J'ai trouvé un hier, Vous avez vivant trouvé par terre, quand j'étais allée en train de vider, des fois il y a encore des choses pour laver, tout ça. C'était en train de faire le ménage. J'ai trouvé un petit insecte sur le matelas, par hasard. Je l'ai pris, je regardais, j'ai dit mais à Genève on a beaucoup de punaises de lit, peut-être c'est ça, mais c'était vraiment par hasard. Et j'ai mis dans un pot. Et quand mon mari est arrivé, on a regardé sur Internet. Il était bien de punaises de lit. Je pleurais. Et mon mari me disait, arrête, t'es pas une gamine. Mais moi-même, je pleurais parce que je me suis dit, on va avoir beaucoup de travail. Et moi, je travaille 100%. C'était vraiment compliqué. En effet, se débarrasser de punaises de lit n'est pas une mince affaire. Il faut laver les draps et les couettes, dégager les plaintes électriques, les interrupteurs aussi, pour qu'on puisse faire un traitement correctement. Et normalement, on a une éradication, ça va bien se passer. D'accord. Voilà, d'accord. Okay. Mais il faut le faire correctement, d'accord. Comme ça, on évite une propagation un peu partout dans l'appartement. On voit bien ici la punaise. Hop. Elles sont gorgées, c'est-à-dire qu'elles ont saigné il n'y a pas longtemps. Et donc là, on a une femelle, une belle femelle. Donc ça veut dire que vous avez forcément une contamination. Eh bien, une femelle donc, que vous allez avoir dans un appartement, elle va pouvoir pondre tous les jours 3, 4, 5 œufs, tous les jours. Et petit à petit, ça va faire des populations très importantes. Une femelle, j'ai rentré dans un appartement en janvier, va donner au mois de juin plus de 30 000 punaises, si vous faites rien. C'est à Marseille, à l'hôpital de la Timone, que nous avons rencontré Jean-Michel Béranger, un des rares spécialistes des punaises de lit, pour une visite de son insectarium. Ici, on a tout type d'insectes en élevage. Ici, c'est plutôt la pièce des rampants, malgré qu'on ait des moustiques, des poux également. Donc ici, c'est plutôt les rampants comme les blattes, par exemple. On a des blattes américaines qui sont très belles. On a la blatte orientale également, qui est un petit peu plus petite, plus sombre. On a des blattes germaniques, on a des tiques également, et bien sûr des punaises de lit dans cette étuve là. On en a plusieurs milliers, hein, donc là on les voit bien sur le fond blanc. Bon, c'est vrai que là elles ne bougent pas beaucoup. J'ai un petit peu de CO2, ça les excite. Hein. Voilà, elles commencent à s'exciter. Bah, c'est un parasite de l'homme et puis c'est hématophage, donc ça suce le sang, ça vient vous piquer. Et on est vraiment leur hôte principal.
Lorsqu'elles arrivent chez vous, c'est que vous les y avez amenées, ou vous avez amené un objet qui en avait, ou alors c'est qu'elles viennent de votre voisin. Elles ne sautent pas, elles ne volent pas, donc elles se déplacent vraiment avec nous. Hein, vous n'allez pas en trouver dans votre jardin des punaises de lit, c'est vraiment un insecte domestiqué. Donc chez nous, elles trouvent le gîte et le couvert. Donc là, elles ont tout ce qu'il leur faut. On fait un essai sur la main. À peine posée sur la peau, la punaise pique, un réflexe vital. Mais si elle ne trouve personne à piquer, elle peut patienter plus d'1 année sans se nourrir. On voit le sang qui arrive. Ça vous fait mal? Pas du tout. Totalement indolore. On peut se faire piquer vraiment sans s'en rendre compte. Et généralement, quand ça gratte, c'est que la piqûre est finie et qu'on commence à avoir les démangeaisons, les réactions inflammatoires. La punaise de lit, du moment que l'œuf est pondu, il va éclore au bout de 5-7 jours. Et dès qu'il éclot, donc c'est une petite punaise jeune, le premier stade, déjà elle va se nourrir de sang. Ensuite, on va avoir 5 stades immatures, jeunes, et à chaque fois, il va y avoir un repas de sang, une mue, un repas de sang, une mue, et comme ça, chaque fois, elle gagne un stade supérieur, jusqu'au stade adulte, mâle ou femelle. Une petite particularité explique aussi une rapide prolifération. Ça, une fois que le mâle s'est accouplé avec la femelle, elle reçoit ce sperme dans des organes spéciaux qu'on appelle des spermathèques, où le sperme va continuer à vivre, si je puis dire. Elle va piocher dans cette réserve de sperme chaque fois qu'elle va émettre un ovule. Donc sperme-ovule, ça va donner un œuf. Et comme ça, elle va pouvoir pondre pendant 1 mois, 2 mois, là, sa réserve de sperme pour plusieurs semaines facilement. Et donc une femelle toute seule, elle est autonome, si je puis dire. Elle peut créer une colonie à elle toute seule. Elle n'a plus besoin de mâle, au départ en tout cas. On les avait oubliés, mais les punaises de lit, nos grands-parents et arrière-grands-parents essayaient déjà de les combattre. Avant-guerre, tout le monde avait ou avait eu, quel que soit le milieu social, hein, des punaises de lit chez soi. Et puis avec la dernière guerre, il y a eu l'apparition du DDT, qui a été un insecticide formidable, pas cher, très rémanent. C'est-à-dire quand vous mettiez du DDT dans votre maison, vous étiez tranquille pendant 1 an. Ça tuait tous les insectes qui pouvaient rentrer, les fourmis, les blattes, etc., y compris vous un petit peu. C'est pour ça qu'on a arrêté de l'utiliser. En 1972, l'OMS a interdit le DDT, considéré comme cancérigène. L'interdiction du DDT serait donc la cause de la réapparition des punaises de lit, mais pas que. Je pense moi qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population qui ont favorisé la punaise de lit à partir des années 80, avec l'ouverture de la Chine. En 1978, l'éclatement de l'URSS, le mur de Berlin, l'explosion du tourisme avec Internet. Je pense qu'Internet a beaucoup joué. Et tout ça, c'est favorable à la punaise de lit, puisqu'elle ne vole pas, elle ne saute pas, elle se déplace avec nous. Résultat, au début des années 2000, les États-Unis et ensuite l'Europe font face à une véritable infestation. La contamination touche d'abord les grandes villes touristiques. En Suisse, Genève, Zurich et Bâle sont les premières concernées. En 2014, au plus fort de l'invasion, à bon entendeur vous expliquait comment les éradiquer. Puis le désinfesteur va pulvériser un insecticide qui tuera les punaises. En 2 séances, il promet que cette maison sera débarrassée de ses occupants indésirables. Des insecticides encore utilisés aujourd'hui. Ils tuent les punaises, certes, mais pas toutes. Le problème, celles qui résistent au traitement se reproduisent. On s'est aperçu comme ça de proche en proche qu'on a des populations de punaises de lit qui sont résistantes maintenant à quasiment tous les insecticides. Parce qu'à force d'être en contact avec tous ces insecticides, on a fini par les sélectionner. C'est le même problème qu'avec les bactéries et les antibiotiques. Des punaises résistantes, c'est aussi ce que l'on constate du côté des désinfestateurs en Suisse. Ça fait déjà longtemps qu'on traite avec des produits chimiques. Elles se sont habituées à nos produits. Et effectivement, on est de moins en moins efficace au niveau de la chimie. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi, étudié d'autres solutions. En collaboration avec Jean-Michel Béranger, cette entreprise a mis au point des méthodes alternatives. Dans cet appartement, il pulvérise un produit naturel, du dioxyde de silicium. Cette substance, composée de minuscules cristaux tranchants, va tuer la punaise. Reste à traiter matelas, habits, valises et autres affaires personnelles. Dans cette étuve, on propulse de l'air chaud pour éradiquer les punaises. Le vent va pousser la chaleur de 52 degrés, va la rentrer dans la matière sans abîmer les affaires, sans abîmer les vêtements, puisque 52 degrés, c'est à peu près la température que vous allez vous retrouver dans votre voiture l'été.
et vous pouvez laisser votre téléphone, enfin d'autres affaires, et c'est absolument pas abîmé. Alors à 52 degrés, nous on a un algorithme d'1h30 qui est très très large, puisque à peu près entre 10 et 15 minutes, elle meurt, même en dessous des 52 degrés. Mais on a gardé cette température-là pour qu'on ait un point de référence avec les différents tests qu'on a fait avec les entomologues. Autre méthode, le froid. On sait que la punaise meurt à moins 16 degrés durant 72 heures. Ce congélateur ventilé permet de considérablement réduire cette durée. Donc on sent bien l'air frais. Donc là, exactement le même principe, donc de la ventilation à haute dose pour que le froid rentre rapidement. Et là, actuellement, avec ce système-là, on est en moins de 2 heures pour traiter des affaires. Donc il est bien évident que ça va être beaucoup plus facile de chauffer l'été et de refroidir l'hiver. Alors on va vite regarder ce qu'il en est. On a tout bon qui arrive, c'est bon. Température atteinte. Les entreprises comme celle-ci qui proposent des traitements biologiques sont encore rares, mais la situation risque de changer. L'avenir, c'est pas le chimique, on le sait. D'abord parce que c'est toxique, il y a toujours ces problèmes de résistance. Un jour ou l'autre, on n'aura plus de produits qui marcheront. Et puis avec les normes européennes de plus en plus drastiques, on sait qu'un jour ou l'autre, on n'aura plus le droit d'utiliser de produits chimiques. En attendant, la désinfestation chimique se pratique encore. Nous avons fait un petit coup de sonde en Suisse romande. Il y a une grande disparité au niveau du type de traitement proposé pour un logement. À la vapeur sèche, sprayage d'insecticides suivi de gazage et fumigation, thermotraitement suivi de pesticides, etc. Grande différence de prix aussi. Ça va de moins de 1 000 francs à 6 000 francs pour 3 pièces. Et il faudra ajouter le prix pour la prise en charge des affaires personnelles. Tout va dépendre évidemment de la quantité de choses à chauffer ou à refroidir. En tout cas, il est important d'agir sans tarder. On a entendu la vitesse avec laquelle elles se reproduisent, les punaises de lit. Ne cherchez pas à les éradiquer avec des bombes d'insecticides qu'on trouve sur le marché. Ça va juste les faire fuir dans une autre pièce ou chez le voisin. Maintenant, comment repérer si on en a chez soi ou si c'est une fausse alerte? Pas simple. Elles vivent cachées la journée. La punaise de lit est plutôt discrète. On peut vivre avec, bien malgré nous, sans même s'en apercevoir. Mais elle pique et c'est souvent comme ça que l'on se rend compte qu'elle s'est invitée chez nous. Alors les piqûres de la punaise de lit, dans les cas d'école, c'est des piqûres alignées, généralement 2-3 piqûres alignées. L'autre insecte qui fait la même chose, c'est la puce. La puce pique également en faisant 2-3 piqûres alignées. Après, c'est toujours un petit peu délicat. Vous avez des personnes qui ne vont pas du tout réagir, comme moi. Maintenant, une piqûre de punaise de lit, ça passera inaperçu. Chez d'autres personnes, ça va faire une rougeur qui va gratter. Et puis chez d'autres personnes, ça peut être encore pire avec ce qu'on appelle des réactions bulleuses. C'est-à-dire que ça fait carrément des cloques, des problèmes de surinfection parce qu'on va se gratter énormément. Voilà, donc c'est très personne dépendant. Des piqûres pas si faciles à interpréter. Comme les punaises ne sortent que la nuit, pas simple non plus de les voir. Mais elles laissent des traces qu'il vaut mieux savoir reconnaître. Généralement, s'il y en a plusieurs, on va trouver des signes, par exemple les déjections qui sont des petits points noirs au niveau des lattes du sommier, au niveau du cordon du matelas, c'est les cachettes classiques. Même si la punaise de lit ne transmet aucune maladie, sa présence n'est pas sans conséquences. On dit souvent que la punaise de lit, ce n'est pas un problème de santé, moi je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, les gens doivent savoir que beaucoup de personnes ne supportent pas d'avoir des insectes dans le lit. Le lit, c'est l'endroit où on est le plus vulnérable, où on est censé se reposer, donc être vraiment en sécurité. De savoir qu'on a des insectes qui viennent vous sucer le sang dans votre lit, c'est des personnes, pour eux, c'est insupportable. Donc il y a vraiment des problèmes de nervosité, d'insomnie, de contrariété. C'est vraiment un problème mental assez important. La punaise de lit, comme son nom l'indique, aime les lits et surtout ses occupants. Un hôtel est donc l'endroit rêvé. À l'heure des réseaux sociaux, sa présence peut avoir des conséquences désastreuses. Même si cette problématique est encore taboue, cet hôtel genevois a accepté de nous ouvrir ses portes. Ici, les femmes de chambre sont formées spécialement pour repérer ces hôtes indésirables. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure en formation, donc il faut vraiment bien regarder au niveau des matelas, ça c'est la première chose. Les coutures, vous enlevez la laisse, vous regardez vraiment au niveau des coutures, au niveau du sommier. Donc ça c'est très important. Après, vous avez le canapé qui est là. Le canapé, comme les gens, il reste
longtemps, souvent dedans, ils regardent la télévision. C'est aussi un endroit sensible, donc la même chose. Vous soulevez, dans les coutures, vous regardez dans les coutures, vous regardez aussi au niveau du métal, là, ça c'est important. S'il y a un doute, il faudra peut-être le soulever et puis l'incliner, puis vérifier dessous. Aussi, oui. D'accord. Et puis après, le cadre. Donc le cadre, c'est important de regarder juste derrière, voir s'il y a des traces, comme des petits points, ça fait un peu comme des excréments de mouche. Ouais. Et puis l'aspirateur. Donc vraiment l'aspirateur, ce qui est important, c'est donc une fois que vous avez fini d'aspirer, si vous n'avez pas vu de traces, quoi que ce soit, il n'y a rien de spécial à faire. Par contre, si vous voyez des traces, c'est vraiment de changer le sac, de nettoyer le tuyau à l'eau chaude. D'accord ? Pour pas amener des punaises dans une chambre. Tout ça, je le à démonte. côté. Voilà, vous démontez tout. Là, comme ça. Exactement. Et ça à l'eau chaude. À l'eau chaude. C'est contraignant pour vous de devoir faire attention aux punaises de lit? Pas du tout. Parce que de toute façon, on regarde au niveau des traces dans les chambres en recouche. Donc, s'il y a des taches de sang, on peut penser que c'est des moustiques. J'ignorais avant d'avoir fait la formation qu'il pouvait y avoir également des punaises de lit qui donnent le même résultat. Ça stresse un petit peu? Si j'en voyais une, oui, je pense que ça... je vous signalerai tout de suite. Je serais un peu inquiète. Oui, bonjour, c'est la détection canine. Juste vous prévenir que je suis sur place. Merci, à tout de suite. Bonjour, vous allez bien? Bien, vous? Oui, merci beaucoup. On va monter au premier étage et on va contrôler la chambre là-bas. Je vous suis. En complément à la formation de son personnel, cet hôtel fait aussi régulièrement inspecter ses chambres. Et voilà. Merci. Ce berger malinois est spécialement formé pour détecter les punaises. Dans cette chambre, pas de punaises. C'est une menace qui est constante. Chaque client peut en amener. C'est quelque chose qu'on subit, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être attentif et de prévenir le plus possible. Ce directeur d'hôtel sait de quoi il parle. Il en a subi une fois et depuis, il met tout en œuvre pour ne pas revivre l'expérience. Les coûts sont considérables, donc c'est une... mais les coûts sont toujours, on peut dire toujours relatifs en fonction de ce qu'on peut avoir comme commentaire, comme désastre après. Donc, il faut être là le plus rapidement possible. Des coûts considérables, c'est par exemple un abonnement à 6 000 francs par an pour cet hôtel de 154 chambres, alors qu'une réputation qui s'effondre sur les réseaux sociaux à cause de punaises de lit, ça peut coûter très cher. Parlons chiffres encore, une détection canine se paye entre 200 francs et 600 francs selon notre petit sondage et selon le nombre de pièces. Une détection qui sera efficace pour repérer des punaises si le chien et son maître sont bien formés. C'est aux États-Unis que les premiers chiens détecteurs ont été formés. On en a ensuite fait venir en Suisse et depuis 2 ans maintenant, une formation existe chez nous. Une ancienne clinique désaffectée près de Bulle. Ici ont lieu des cours un peu particuliers. Des chiens et leurs maîtres viennent s'entraîner à détecter des punaises, ou plutôt leur odeur. Alors ici, on est dans la phase où on va apprendre au chien l'odeur qu'on veut qu'il cherche. Donc avec cette pipette là, où il y a des punaises vivantes à l'intérieur, je vais les déposer dans la caissette là. Voilà. Maintenant, le conducteur du chien va poser un jouet qui est neutre de toute odeur, referme le couvercle et appelle son chien. C'est bien, bouge un peu les doigts pour que la chaîne soit bien. Voilà, c'est bien. Nickel. Tac, bien. Nickel, bravo. Cette opération se répète une quinzaine de fois par jour pour que le chien apprenne vraiment l'odeur. Et dans une deuxième phase, il n'y aura plus que l'odeur, mais plus le jouet. Tu poses ta main vers la caissette et tu attends tranquillement que le chien vienne.
Voilà. Ici, pas de croquettes ni de nourriture. Sa récompense, c'est son jouet. C'est juste, c'est bien. En associant l'odeur des punaises à son jouet, il apprend à se motiver pour les chercher. Dissipé dans l'annonce, mais c'était bien. Quand il trouve l'odeur, il doit prendre une position, assis ou couché. Ça dépend où les punaises se trouvent. Si c'est tout près du sol, le chien prend une position couchée. Si c'est à mi-hauteur ou en haut, le chien s'assied. Travailler avec des chiens, c'est la passion de Philippe Pugin depuis toujours. Il entraîne d'abord des chiens d'avalanche, mais surtout, il en forme à la recherche d'explosifs et de stupéfiants pour l'armée. Aujourd'hui retraité, il utilise son savoir pour former des chiens détecteurs de punaises. Étonnamment, la méthode reste la même. Ah si. Une fois que le chien connaît l'odeur, le travail est exactement le même. Voilà, Mehdi, c'était nickel. Hein. Il cherche un produit qui n'est pas visuel, donc il est obligé de le chercher avec la truffe. Et vu qu'il a appris à reconnaître cette odeur, il va la marquer. La différence, c'est que le chien d'explosif ne peut pas toucher. Le chien de punaise de lit ou de stupéfiant, c'est un tout petit peu plus simple dans la formation. Les chiens, comme beaucoup d'animaux, se forment avec le renforcement du comportement. Donc on demande un comportement au chien et chaque fois qu'il fait ce comportement correctement, on le récompense. On ne peut pas travailler avec la punition ou la dureté, c'est impossible. Vous êtes toujours obligé d'être travaillé dans le positif. Allez, joue un petit peu avec ton chien. Le caractère joueur du chien est la qualité essentielle pour devenir un bon détecteur de punaises. Il est très jeune, il n'est pas encore stable dans l'annonce. Ça va venir, c'est pour ça qu'elle vient s'entraîner. Mais autrement, il est très motivé pour faire ce travail. Pour lui, c'est vraiment un jeu et tant qu'on reste dans le jeu, le chien peut faire ce travail. Quelle est la marge d'erreur du chien? Est-ce que c'est infaillible, un chien? Non, un chien n'est absolument pas infaillible. C'est un animal, donc comme tout être vivant, il peut faire des erreurs ou il peut se tromper. Moi, je dis qu'au niveau de trouver des punaises, on est dans une certitude entre 90, 95, 96%. La fatigue peut être une influence pour faire une fausse annonce. La pression du maître peut être une influence pour faire une fausse annonce. Comment vous formez le conducteur? Ça, c'est le plus difficile. Alors, ça dépend. Quand on a affaire à des conducteurs qui sont déjà des cynologues, qui comprennent le chien, c'est assez facile. Après, les personnes qui sont là vraiment comme débutants, c'est plus de travail pour former le conducteur que le chien, surtout dans la lecture du chien, la conduite du chien et comprendre le chien. Et ça, c'est compliqué des fois pour certains jeunes conducteurs. Le chien est capable de détecter des punaises en 8 semaines. Mais pour que son verdict soit fiable et surtout compris par le maître, il faut environ 1 année. Fais une recherche dans cette chambre avec ton chien. Quand tu as trouvé, tu me dis annonce. Le but de la formation, l'examen de la Bedbug Foundation, une fondation européenne indépendante qui juge les aptitudes des chiens et délivre un certificat. Juste. Voilà, bravo. Hey, cette fois, c'était tip-top, Gabi. Dans 1 mois, Gabi et son chien Sly passeront l'examen. Un examen rigoureux pour le chien et pour le maître. Quand je suis stressée, le chien, il l'est aussi. Il ressent très bien ce que je ressens. Plus je peux travailler calmement, plus je peux transmettre ce calme au chien. C'est pour ça que pour l'examen, j'essaye vraiment de me calmer, travailler tranquillement et lui faire confiance. La formation, je trouve ça super. Même le certificat en poche, comme des sportifs de haut niveau, le maître et le chien devront continuer à s'entraîner tous les jours et repasser l'examen chaque année. Et il en faut de l'entraînement parce que ces fichues bestioles sont capables de se glisser dans les tout petits interstices. Quand elles ont trouvé chez vous le gîte et le couvert, comme disait Jean-Michel Béranger, ça peut être assez traumatisant, sans oublier l'aspect financier. Les punaises de lit n'épargnent plus aucune région, même les plus éloignées des grandes villes. Ici, dans les montagnes neuchâteloises, elles ont fait vivre un enfer à cette habitante. Ben voilà, c'est ici que ça a commencé. Début janvier, Héloïse, donc ma petite de 11 ans, a commencé de se faire piquer toutes les nuits dans le lit.
On a réfléchi, on a pensé aux moustiques, on a pensé aux araignées, et puis finalement, c'était les punaises de lit. Immédiatement, Corinne appelle sa régie qui lui envoie des professionnels. Un monsieur est venu avec un chien, il a fait le tour du lit. Ici, il a fait le tour de son armoire, il a fait le tour de toute la chambre. Et puis, à chaque fois, le chien s'arrêtait, il montrait. Oui, il y avait des punaises de lit. Ensuite, on est parti au salon. Il y en avait aussi tout le long du mur adjacent à la chambre. Il y avait aussi toutes des punaises de lit. Dans le canapé-lit, derrière la commode. Avant, on n'en a jamais vu. Par contre, quand on a démonté les meubles, alors là, c'était flagrant, quoi. Ça grouillait. Ça grouillait. C'est des pépins de pommes qui se déplacent dans les meubles, dans les petits coins, dans les interstices du meuble, quoi. Une contamination de punaises, c'est comme un incendie, il faut agir vite. Heureusement aidée de ses parents et d'amis, Corinne ne perd pas une minute pour faire traiter tout ce qui pouvait en contenir. En 48 heures, il a fallu tout emballer. On a reçu l'ordre d'emballer la totalité des meubles. Toutes nos affaires ont giclé dans un sac poubelle. On a rempli des cornets, des cornets et des cornets. Un déménagement, tu le prévois. Tu peux faire des cartons, voilà. Là, c'est 48 heures, tu débarrasses. Et il n'y a pas de mots. C'est un coup de massue qui t'est tombé dessus la figure. Je me suis retrouvée avec un salon qui était tout vide. Il me restait mes orchidées puis mes plantes. Tout le reste, on a tout mis au congélateur. Et puis, on a dormi les trois dans ma chambre. On tassait, on a été au chaud, on était dans un appartement, oui, d'accord, mais c'était plus mon appartement, c'était plus le nôtre, quoi. Après 5 semaines, Corinne et ses filles retrouvent enfin une vie normale. Mais le cauchemar n'est pas terminé, arrivent les factures. On m'a jamais articulé un chiffre et j'ai jamais pensé que ce serait autant cher que ça. C'est 2 mois de salaire qui s'en vont, quoi. Pour moi. Pour moi qui travaille à 80%, c'est 2 mois de salaire qui s'en sont envolés. C'est tout moi qui dois payer. Qu'est-ce que vous avez fait faux? Si je savais. C'est ça la question, c'est qu'on ne sait pas. Je ne sais pas d'où peuvent venir ces bêtes. Je ne sais pas si c'est un retour de vacances, je ne sais pas si c'est dans le train, je ne sais pas si c'est dans le bus, je sais pas, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Ou alors même quelqu'un qui vient chez toi et qui t'en pose une, et puis c'est bon, t'es contaminé. Reportage réalisé par Delphine Mistelli et Régis Migi. Tout compris, la désinfection de son appartement, le traitement de ses affaires, la facture se monte à environ 5 000 francs, totalement à la charge de Corinne, ce qu'elle conteste. Sa régie, qui n'a pas souhaité nous accorder d'interview, nous indique ceci, je cite, « La politique de notre gérant, c'est de suivre la démarche genevoise quand il est démontré que la source de ces insectes se situe dans un seul appartement. Les rapports de détection indiquent clairement une présence de punaises de lit uniquement dans son logement. » Fin de citation. Ce cas étant en cours, nous n'allons pas trancher, mais dégager maintenant des principes généraux. Qui doit payer quoi, bailleur, locataire? Et ceci grâce à mes 2 invités. Frédéric Devat, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes secrétaire général de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, section vaudoise. Oui. Et Christian Dandress, avocat à la SLOCA genevoise. Bonsoir à vous également. Alors on va parler d'abord de l'aspect appartement. Christian Dandress, on se réfère toujours à l'article 256 du Code des obligations qui dit ceci, le bailleur a l'obligation de délivrer l'appartement dans un état approprié et d'entretenir cet état. Est-ce que ça veut dire que dans tous les cas de figure, c'est le bailleur qui doit prendre en charge les frais de détection et de désinfestation d'un appartement? Alors, le principe est le suivant, c'est qu'il y a un pendant à cette disposition, c'est que le bailleur doit remédier au défaut de la chose douée, et le fait d'avoir un appartement infecté par des punaises de lit peut être considéré comme un défaut, et donc le bailleur doit prendre à charge ses frais. Il y a un bémol à ça, c'est si le bailleur parvient à démontrer que le locataire est responsable. Mais comme on l'a vu dans les reportages, simplement c'est la faute à pas de chance. Vous pouvez effectivement ramener en prenant le bus, et on ne peut pas considérer là que le locataire a un comportement particulièrement risqué pour le bailleur. Donc ça fait partie évidemment des risques du métier pour le bailleur et de devoir prendre effectivement ses frais à charge. Frédéric Devac, réaction? Une petite précision.
Effectivement, si le bailleur arrive à démontrer que c'est le locataire qui est responsable de la venue des punaises de lit, ce sera au locataire de payer les frais de désinfestation, peu importe au fond s'il n'a pas fait exprès, n'est-ce pas? C'est la même chose que si le locataire endommage une porte de lave-vaisselle, et bien même s'il n'a pas fait exprès, ce sera bien lui qui devra prendre en charge. Mais permettez-moi, c'est très difficile de déterminer. Oui. Si c'est le locataire qui a introduit des punaises de lit, d'abord elles peuvent dormir, je dirais être en veille pendant 1 an. En plus, elles peuvent se répandre à travers des joints dans la maison. Et puis, on ne saura jamais vraiment d'où elles viennent. Les scientifiques sont très prudents quant à déterminer les responsabilités. Oui, alors c'est vrai que c'est difficile de démontrer la responsabilité pour les raisons que vous mentionnez. Maintenant, ce que je peux conseiller aux bailleurs, c'est au fond de faire venir une entreprise de détection avant la mise en location pour démontrer qu'il n'y a pas de punaises de lit. Et si après coup, des punaises de lit viennent dans le logement, c'est plus facile de déterminer la responsabilité du locataire. Et je terminerai aussi en disant qu'au fond, si vous louez une maison individuelle ou si c'est un immeuble avec peu de logements, eh bien, il est aussi plus facile de déterminer la responsabilité du locataire. Donc il y a des cas, M. Dantas, dans lesquels on saura vraiment si le locataire est fautif. Écoutez, j'attends de voir. C'est évidemment quelque chose de très difficile à prouver, comme vous l'avez relevé tout à l'heure. Il y a toutefois un conseil que j'aimerais donner aux locataires. C'est un point très important parce qu'à l'annonce qui vient d'être faite, les locataires pourraient craindre du coup ne pas aviser en fait l'existence de punaises de lit dans l'appartement. Au contraire, je crois rappeler ici que le locataire a un devoir d'informer le bailleur lorsqu'il voit des punaises de lit dans son appartement. S'il ne le fait pas, il y a un risque que ces punaises se répandent dans tout l'immeuble. Et là, effectivement, sa responsabilité pourrait être engagée. En revanche, une pratique qui est courante à Genève, qui je crois se répand aussi dans d'autres cantons, qui consiste à dire que si le locataire est le premier à avoir des punaises de lit, ce locataire en est responsable. Je crois qu'on est assez loin de ce que pose aujourd'hui comme réquisite en matière de preuve le tribunal fédéral. Donc il faut que les locataires informent, fassent immédiatement cette information et demandent au bailleur de prendre des mesures nécessaires pour remédier à ce problème. Alors il faut qu'il informe le locataire, mais est-ce que en fait, il ne serait pas plus logique que le bailleur, la régie et le propriétaire disent d'emblée « nous assumerons les frais » parce que sinon, vous pourrez courir le risque qu'un locataire ne veuille pas devoir assumer les frais et se débrouille un peu avec des bombes insecticides dont on sait que ça ne marche pas du tout et finalement, ça peut être une catastrophe. Mais je crois que la loi est suffisamment claire. Effectivement, le bailleur doit remettre un logement dans un état approprié, l'entretenir également. Donc, au fond, si il n'arrive pas à démontrer que c'est la responsabilité du locataire qui a amené en fait ces punaises de lit, c'est au bailleur de prendre en charge les frais de désinfestation. Donc, la loi ne va pas au-delà et elle règle déjà le cas. En revanche, comme a dit Maître Dantrès, le locataire est tenu d'aviser le bailleur immédiatement parce que sinon, il prend le risque de devoir supporter non seulement les frais de désinfestation de son propre logement, mais également, si les punaises de lit se propagent à tout l'immeuble, alors les frais de désinfestation de l'ensemble de l'immeuble, plus encore tous les dommages des autres locataires pour le traitement de leurs effets personnels. Ça peut être très considérable. Une question pratique quand même, si je dois quitter mon appartement pendant 1 ou 2 jours, quelques jours, parce qu'il faut le désinfecter, est-ce que je peux demander une baisse de loyer? Alors tout dépendra de la gravité de l'atteinte, de l'intensité de l'atteinte. Si l'atteinte est très faible, non. Si l'atteinte est très grave, oui. Et au fond, ça dépendra donc tout des circonstances. Si les punaises de lit, finalement, sont focalisées sur une toute petite partie du logement qui est peu utilisée, et si c'est désinfesté très rapidement, la réduction de loyer sera très minime, voire inexistante. En revanche, il est clair que si le locataire ne peut pas user de son logement pendant plusieurs mois, et aussi pour la totalité du logement, eh bien naturellement que là, il y aura une réduction de loyer. C'est OK avec vous. Alors, je crois justement que ceci, c'est l'intérêt en fait, de l'avis que le locataire doit donner au bailleur, c'est que ça fait courir cette information, le droit à la réduction de loyer, qui est proportionnel à l'intensité effectivement des nuisances. Il ne suffit pas qu'elle soit grave, il suffit qu'il y ait une nuisance pour que la réduction soit due. Et je tiens à préciser aussi un point qui me semblait important, c'est que il serait bon que le locataire se renseigne aussi sur les substances. Il s'agit de substances chimiques qui sont utilisées. Il n'y a pas de protocole en Suisse par rapport à l'utilisation de substances chimiques pour les punaises de lit. Et parfois, ces substances rendent l'appartement inhabitable parce qu'elles sont un danger, notamment pour les enfants. Et donc, la réduction de loyer peut être de 100%. Les tribunaux l'ont déjà tranché. Précision importante. Et s'il y a litige entre le locataire, le bailleur, la régie, à qui peut s'adresser le locataire? À la commission de conciliation en matière de baux et loyers qui existe dans tous les cantons. C'est une procédure qui est gratuite et je pense que le locataire, dans la mesure où il y a une certaine technicité, serait bienvenu de prendre conseil auprès de juristes. Alors parlons maintenant des affaires personnelles, Frédéric Dovat. Est-ce que c'est clair dans tous les cas que ce ne sera pas le bailleur qui les assumera, le traitement chaud ou froid, mais que c'est à charge du locataire? Alors, le tribunal fédéral a tranché le cas dans la mesure où c'est des effets personnels, donc c'est le patrimoine du locataire. Eh bien, les frais de traitement de ces effets personnels sont à la charge du locataire.
Vous partagez cet avis? Non, du tout. Non. Je crois effectivement que ce qui est important, c'est que lorsque le locataire subit un dommage, et donc on peut conseiller au locataire de mandater les entreprises pour faire les travaux, désinfection de leurs effets personnels, il subit effectivement un dommage, il peut faire valoir ce dommage contre le bailleur, la faute du bailleur est présumée. Mais le bailleur peut se dédouaner en indiquant qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le problème ne se produise pas, ce qui n'est pas une mince affaire en pratique, puisque, comme on l'a vu dans les reportages, souvent c'est effectivement de la faute à pas de chance, et c'est très difficile d'arriver effectivement à apporter cette démonstration pour le bailleur. Vous avez été, vous, confronté, comme je passe tout de suite à vous, comme avocat, à différents cas de ce type-là? Oui, on a effectivement été confronté. La jurisprudence genevoise était un peu plus généreuse parce qu'elle considérait que le fait de désinfecter les effets personnels, c'était un élément qui était absolument nécessaire pour éviter que les punaises de lit reviennent, et que donc le bailleur devait les prendre systématiquement en charge. Le tribunal fédéral a dit que ce n'était pas le cas et qu'à ce moment-là, le bailleur pouvait se dédouaner en montrant qu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir. Mais donc, il faut qu'il apporte cette démonstration, ce qui en pratique n'est pas simple. On terminera ce débat avec vous, M. Doba. Je ne suis pas de cet avis parce qu'au fond, dans la mesure où le bailleur agit rapidement dès qu'il a connaissance des punaises de lit, c'est donc important que le locataire informe le bailleur qu'il y a des punaises de lit. Du moment qu'il interpelle les entreprises de désinfectation, il n'y aura pas de faute du bailleur et les frais seront à la charge du locataire. On voit qu'il y a encore quelques différences d'interprétation. Il n'y a pas de réglementation, il y a une jurisprudence. Donc finalement, soit on s'entend bien, il peut y avoir aussi la possibilité de recourir à une chambre de conciliation dans le cas de litige. Merci à tous les deux pour vos explications. Et puis évidemment, on en donnera d'autres si vous nous écrivez en se référant à vos expertises. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Merci, madame. Bonne soirée. Une chose est sûre, si par malchance vous avez des punaises de lit, ne cherchez pas à les éradiquer avec un aspirateur, ça ne marche pas. Ils sont utiles à bien d'autres choses, les aspiros. Qui n'en a pas ou n'en veut pas sous nos latitudes, ils font partie des ménages, doivent être remplacés de temps en temps, d'où un test réalisé avec la Fédération romande des consommateurs. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors combien de modèles testés ? Eh bon, c'est compliqué, il y en avait beaucoup de modèles, donc on a retenu 6 balais et 6 traîneaux pour le labo au final. Ils ont été testés dans un labo qui tient à rester discret et qui s'est acharné sur ces aspirateurs. Voici une partie des épreuves. C'est dans un labo français spécialisé dans l'électroménager que ces tests d'aspirateurs ont été réalisés. On commence avec le nerf de la guerre, l'aspiration. Sur le banc d'essai, notre expert prépare une rainure artificielle qu'il remplit d'une poudre normalisée. Le traîneau est fixé sur son support et go! L'appareil fait un aller-retour et on mesure ensuite ce qu'il reste comme poussière dans la rainure. Bien sûr, comme tout le monde n'a pas de parquet, ces aspirateurs sont aussi testés sur une moquette recouverte d'une poudre normalisée elle aussi. La qualité d'un appareil se détermine aussi par sa tête d'aspiration. Toujours sur le même banc, une autre poudre permettra de mesurer la largeur d'aspiration de l'appareil, qu'il s'agisse d'un balai ou d'un traîneau, au millimètre près. Tout cela ne serait rien sans la mesure de la puissance réelle d'aspiration. Elle se calcule en branchant le tuyau de l'aspirateur sur un autre tuyau muni d'une vanne. Le testeur ferme la vanne petit à petit et mesure la force d'aspiration de l'appareil. Mais à quoi bon avoir un aspirateur puissant s'il faut vider le sac tout le temps? Nos experts en aspiration mesurent donc en litres la capacité de stockage du réceptacle à poussière à l'aide de ces granules. Dernier test en images, le contrôle de qualité de l'enrouleur. Sur ce banc d'essai, la pince vient chercher le câble et le tire d'une traite. 5 mètres plus loin, le câble est libéré et revient tout seul à son aspirateur. Tout cela 1000 fois de suite. C'était une partie des épreuves parce qu'on n'a pas tout vu là, Stéphane. Oui, exactement. Il y a des tests qui sont moins visuels, alors on ne les a pas filmés. Il y a par exemple un test d'endurance, c'est 550 heures d'arrêt-marche, arrêt-marche, arrêt-marche, qui permet de simuler la vie de 10 ans d'un aspirateur. Puis il y a des tests pratiques, ouverture, fermeture, changement du filtre, facilité d'utilisation, utilisation dans des recoins. Il y a aussi un test avec 30 grammes de cornflakes qu'on essaye d'aspirer, 30 grammes de cornflakes, parce que c'est la dose recommandée sur les emballages de ces produits. On voit que c'est complexe. Alors, les résultats, tout de suite, on commence par la catégorie traîneau et les moins bons. Les prix sont indicatifs, ils varient selon les magasins. L'aspirateur traîneau OK ne coûte que 49,95 chez MediaMarkt. C'est le moins cher du lot.
Il est jugé peu commode d'utilisation et relativement bruyant. Sa performance d'aspiration et sa consommation électrique sont satisfaisantes. Note finale, 4,83 sur 10. On monte en prix avec le Dyson Big Ball, 299,90 chez Interdiscount. Consommation d'énergie modérée, bruit et performance d'aspiration jugées satisfaisantes. Les experts le jugent peu commode d'utilisation, particulièrement dans les escaliers, 5,8. Plus facile à utiliser, ce Samsung à 179,90. De bonnes performances énergétiques et de succion le caractérisent. Petit bémol sur sa facilité d'utilisation et son niveau sonore. Note 6,51. On monte à 6,97 avec ce Roventa, un appareil relativement bruyant mais avec une faible dépense énergétique et une bonne performance d'aspiration. Bonne performance aussi pour le Philips, c'est un traîneau peu bruyant. Les testeurs l'estiment satisfaisant, tant pour son utilisation que sa consommation. Le meilleur et le plus cher de ces 6 appareils est un Miele. Facile à utiliser, c'est le plus performant pour aspirer la poussière sur les tapis. En revanche, c'est le traîneau le plus énergivore des 6 présentés. Note finale, 7,12 sur 10. Visiblement, Stéphane, il n'y a pas de modèle jugé insatisfaisant dans cette catégorie traîneau. Non, ils sont tous relativement bons. Alors, on avait une crainte sur l'enrouleur du câble et l'endurance, parce qu'on fait souvent ces mouvements pour tirer le câble. Mais là aussi, les résultats de ce côté-là sont très bons. Et puis, au niveau performance, en ce qui concerne les traîneaux, ce qui est étonnant, c'est que les meilleurs traîneaux sur un tapis absorbent 75% maximum de la poussière et les moins bons sont plutôt à 30, 40, 50%. Ah oui, il y a une vraie différence là, vraiment. Il reste de la poussière dans le tapis. Oui, exactement. Vous n'aimez peut-être pas tirer un aspirateur. Voici la deuxième catégorie testée, les balais. Et là, ça commence un peu moins bien. Le balai Roventa Dual Force est jugé insuffisant pour sa performance d'aspiration, alors qu'il est satisfaisant au niveau sonore et utilisation. Cet appareil, économe en énergie, dispose d'une bonne autonomie, 27 minutes mesurées contre 20 annoncées. 3,39 sur 10 pour un appareil autour des 140 francs. 27 minutes d'autonomie aussi et une utilisation aisée pour le Myostar. Un balai peu satisfaisant pour sa performance d'aspiration et son volume sonore. Note 4,09. On passe au Satrap. 15 minutes d'autonomie contre 25 annoncées, c'est insuffisant pour le labo. Un labo qui n'aime pas non plus beaucoup son bruit. Point positif, son utilisation aisée et sa faible consommation. Note 5,38 sur 10. Le suivant, l'Electrolux Pure F9, est jugé facile d'utilisation et satisfaisant sur tous les autres points. C'est le plus cher de notre sélection à 569,90. Il obtient un 5,78. Le Samsung Power Stick est satisfaisant à bon sur la plupart des critères. En revanche, 7 minutes d'autonomie à plein régime, c'est beaucoup moins que les 40 annoncés en mode standard. Insuffisant. Enfin, premier de cette sélection, un Dyson V8 Animal. Une bonne performance d'aspiration pour cet appareil, mais attention à son autonomie qui est jugée insatisfaisante avec ses 8 minutes mesurées. Au fond, on peut faire un constat intéressant. Stéphane, si j'ai bien regardé, les plus performants de ces aspirateurs balais ont les plus faibles autonomies, c'est juste? Oui, tout à fait. 7 à 8 minutes d'autonomie pour un balai qui va s'arrêter très vite, alors que les moins performants durent 26, 27 minutes. Il faut voir que le test a été fait en mode surpuissance, c'est-à-dire que ce n'est pas fait en mode standard, donc on a demandé beaucoup à ces balais. Pourquoi cette faible autonomie ne déclasse pas, finalement, on peut se poser la question, ne déclasse pas les modèles Samsung et Dyson? En l'occurrence, il y a une pondération sur tous ces critères et la performance d'aspiration est un des critères les plus importants. D'accord. Il n'y a pas de label énergétique sur ces aspirateurs, quelle que soit la catégorie. Pourquoi ? Il y en avait un auparavant et Dyson a combattu ces labels, et il y a eu une décision qui est tombée en février, a combattu ces labels en disant on fait des tests sur des aspirateurs qui sont vides. Or, ce n'est pas la réalité de tous les jours. Les gens utilisent leurs aspirateurs, donc ils sont partiellement remplis. Donc il faudrait faire des tests sur des aspirateurs partiellement remplis. Et puis du coup, au niveau législation, on a laissé tomber cette étiquette énergie. Si on fait la synthèse de tous ces résultats, Stéphane, alors est-ce qu'il faut préférer un aspirateur balai ou un aspirateur traîneau? Alors, dans les grandes lignes, les aspirateurs traîneaux sont un peu plus performants.
Et du côté des balais, on est un petit peu plus bruyant. Ça s'explique parce que les moteurs sont plus petits, ils tournent plus vite, ils sont un petit peu plus stridents au niveau son. Maintenant, chez vous, c'est à vous de voir si vous avez assez de place pour avoir 2 modèles différents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les balais dépendent d'une source d'énergie qui est autonome. Il y a une batterie. Donc ça veut dire qu'au bout de quelques années, il va falloir changer cette batterie. Est-ce que la batterie, les nouvelles batteries rentreront dans le socle de l'appareil? Et qu'est-ce que vous ferez des anciennes batteries pour les recycler? Il n'y a pas encore de filière qui soit vraiment développée de ce côté-là. Question batterie, au fond, qu'on connaît bien. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, le détail de ce test, vous le retrouverez sur le site internet d'À Bon Entendeur, bien sûr, et dans la revue Mieux Choisir de ce mois. Qu'est-ce qui est doux comme du velours et fond dans la bouche? Les framboises que nous importons beaucoup du Portugal. Et c'est dans la région de l'Alentejo que je vous emmènerai mardi prochain, où les framboises sont cueillies par des mains habiles venues de très loin. Elles poussent aussi chez nous, évidemment, les framboises en méthode bio ou sous serre. Il faut dire que la production et la consommation de framboises augmentent en Suisse. Entre ces différents lieux, il y a des méthodes et des prix variés. Mais la framboise reste un petit fruit plutôt cher. On vous expliquera pourquoi. Sans oublier une incursion dans le monde du sorbet, ce qui nous a donné un excellent prétexte pour organiser une super dégustation de sorbet à la framboise au bord du lac. Plus de 100 personnes nous ont donné leur avis. J'ai trouvé que c'était la moins bonne parce que justement elle était très acide et très amère et il y avait ce goût qui restait après. Bien le goût de la framboise avec moins de sucre et c'est celle que j'ai préférée. Je le trouve doux comme goût et assez savoureux. D'accord. Et ben moi je le trouve trop doux donc c'est pas celui-là du tout. Résultat mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.